Vladimir Poutine vient de signer une nouvelle loi de mobilisation et c'est la plus importante depuis 14 ans. Et en gros, le Kremlin espère pouvoir recruter d'ici la fin de l'année plus de 160 000 nouveaux soldats sur la ligne de front avec comme but, j'imagine, une volonté de renforcer la ligne de front en Ukraine ou peut-être potentiellement se préparer à une nouvelle guerre, soit avec l'OTAN, soit avec un des pays baltes qui fait partie de l'OTAN, du coup l'OTAN. Euh, et ça arrive dans une séquence diplomatique très intéressante parce que hier, Donald Trump a un peu durci le ton contre Poutine. C'est la première fois d'ailleurs que Donald Trump utilise des termes aussi durs contre Poutine ever, je pense, où il se dit être en colère contre lui. Il se pose la question de savoir si oui ou non Poutine n'est pas celui qui est en train de retarder les négociations. Parce que la stratégie des Ukrainiens depuis la dispute dans le bureau ovale a été assez simple. On fait le dos rond, on dit oui et amen à tout ce que disent les États-Unis et on gagne du temps et on essaye surtout de montrer à Donald Trump que ce n'est pas l'Ukraine qui est un obstacle à la paix, mais bien la Russie qui a refusé le cessez-le-feu complet de 30 jours et qui a accepté un peu en traînant des pieds le cessez-le-feu sur la mer Noire qui leur est plutôt profitable et le cessez-le-feu sur les infrastructures énergétiques qui aussi sont plus profitables à la Russie qu'à l'Ukraine. L'Ukraine a accepté parce qu'ils ont décidé de faire le dos rond. Mais Poutine est dans une situation assez particulière parce qu'il ne peut pas arrêter la guerre aujourd'hui, mais en même temps, il doit la gagner rapidement parce que Trump est impatient. Trump, lui, il réfléchit simplement de manière assez binaire, à savoir, il faut que j'arrive devant ma base politique comme un faiseur de paix. J'ai promis qu'on allait faire la paix, peu importe ce que ça me coûte, on fait la paix. Du coup, il a essayé de tordre le bras des Ukrainiens au maximum et du coup, les Ukrainiens n'ont plus vraiment d'autre choix qu'aller à la table des négociations. Mais en même temps, pour utiliser une expression de Donald Trump, you need to be two to tango, il faut être à deux pour danser. Mais du coup, c'est un peu là où les Russes un peu traînent des pieds, essayent de gagner du temps, etc. etc. Du coup, c'est intéressant de voir que Poutine signe ce décret de conscription alors qu'il est dans une passade diplomatique euh, confortable parce que Donald Trump est quand même plus un allié de Poutine, mais en même temps avec un Trump qui est assez volatile. Alors bien sûr, Trump demain pourra décider si oui ou non, en fonction de la météo, il est de nouveau l'ami de Poutine ou l'ennemi de Zelensky. Ça, c'est un peu le côté disruptif de Donald Trump. Mais bon, voilà, c'est la séquence politique dans laquelle on est. Un Poutine qui conscrit à un moment où on essaye de négocier. Alors, sur base de ça, il y a plusieurs lectures, mais avant de commencer, je m'appelle Joseph Roche et je suis correspondant en Ukraine et sur cette page, je parle de politique et de géopolitique, donc je vous invite à vous abonner. Donc voilà, on peut voir ça de manière un peu multiple. La première raison, elle est tout simplement contextuelle. La Russie a besoin d'hommes pour se battre en Ukraine, tout simplement. Ils ont perdu plus de 50 000 soldats à Koursk. Les pertes russes sont inimaginables. C'est un des conflits les plus meurtriers pour la Russie depuis la Grande Guerre patriotique, depuis la Seconde Guerre mondiale. Selon les chiffres de l'Institut, enfin média russe d'opposition Mediazona, il y a plus de 100 000 soldats, on arrive pardon, à 90 000, 95 000 soldats russes qui ont été identifiés comme étant tués. Donc ils ont identifié nom par nom, registre de décès par registre de décès, tombe par tombe, et éviter les doublons, un nombre précis de personnes qui seraient mortes. Donc à minima, on a 95 000 soldats russes qui sont morts. Vous faites x3 le nombre de blessés graves. En général, c'est un peu le chiffre qu'on a. Donc on est déjà plus ou moins à 400 000 pertes, à minima. Et là, on ne parle même pas des soldats de Wagner qui ne sont pas compris dans cette analyse. On estime les soldats de Wagner qui ont été tués au combat à 60 000. Vous faites x3, encore une fois, le nombre de blessés. On rajoute les prisonniers de guerre, on rajoute les personnes disparues, on rajoute les personnes qui n'ont pas été enregistrées et on rajoute tout simplement les personnes qui doivent être comptabilisées par Mediazona. Le fait de parler de 600, 700 000 pertes pour la Russie n'est pas du tout déraisonnable. Les Ukrainiens, eux, parlent presque de 1 million. Après, ce sont les chiffres ukrainiens à prendre avec des pincettes. Mais bon, voilà, on est à un moment où la Russie, en fait, tout simplement, a besoin de chair pour se battre sur la ligne de front, pour continuer ses offensives et pour aussi bloquer les offensives ukrainiennes. Donc ça, c'est vraiment la question purement, tout simplement pratique. La deuxième raison, selon moi, elle peut s'expliquer aussi d'un point de vue purement tactique de négociation. On monte en puissance, on monte en cadence pour négocier, montrer qu'on a de quoi se battre, qu'on est prêt à aller jusqu'au bout, etc. Donc c'est un peu ça l'art du deal de Trump, parce que Trump a tendance à tout donner avant de négocier.
tandis que bon, les Russes, eux, ils mettent la barre très haut, aussi bien en termes de demande, mais aussi en termes de moyens, pour être dans les meilleures euh, positions possibles pour négocier avec les Ukrainiens. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que les Ukrainiens font des contre-offensives localisées actuellement autour de Pokrovsk, Kupiansk, etc. Parce que la guerre ne se termine pas et au bout du compte, c'est le champ de bataille qui décide de la fin de la guerre et de l'issue de la guerre, même si bien sûr le politique et le diplomatique est quand même relativement essentiel à ce niveau-là. Et la troisième raison qui peut expliquer une volonté de monter en puissance, c'est aussi tout simplement se préparer pour euh, un cessez-le-feu. À savoir, voilà, on a fait un cessez-le-feu avec les Ukrainiens, on fait un cessez-le-feu avec les Américains grosso modo, parce que bon voilà, belligérance, etc. Mais on se prépare à la prochaine. On se prépare à réattaquer. Soit réattaquer l'Ukraine, soit réattaquer par exemple, je ne sais pas, la Moldavie, soit on attaque, je ne sais pas, les pays baltes, etc. En tout cas, se préparer et montrer encore une fois, et ça s'inscrit aussi dans la deuxième raison, montrer qu'on est combatif, qu'on peut se battre et qu'on n'a pas perdu la guerre, même si dans les faits concrètement, alors l'Ukraine n'a pas du tout gagné la guerre, c'est indéniable, mais la Russie ne l'a pas gagné non plus, on est un peu sur un, je pense à titre personnel, en tout cas d'un point de vue militaire, c'est là où on va voir d'un point de vue politique comment ça va se débloquer, mais on est un peu sur un stalemate, un peu un échec général de la Russie en Ukraine qui n'a pas réussi à récupérer, pardon, à conquérir militairement les 4 oblasts qu'elle a mis dans sa constitution. Donc là, on est aussi dans un paradoxe juridique entre la constitution russe et la réalité, d'où le fait que les Russes ont vraiment insisté pour essayer de prendre ces oblasts, mais bon, d'un point de vue militaire, même avec 160 000 soldats de plus, ça risque d'être compliqué. Du coup, Poutine le fait, il lance une nouvelle campagne de mobilisation, mais ce qui est intéressant, c'est que Poutine a toujours été très réticent à faire des campagnes de mobilisation, et ce pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que d'un point de vue économique, bah, en fait, il faut payer ses soldats, et surtout les soldats qui sont sur la ligne de front, ils ne sont pas en train de travailler dans l'économie russe, du coup ils ne payent pas d'impôts, et vu qu'ils ne payent pas d'impôts, ils ne participent pas à l'effort de guerre, donc il faut trouver un équilibre aussi bien sûr économique à ce niveau-là. Alors bien sûr, les Russes ont tendance à recruter dans les parties les plus pauvres de la société russe, parmi les minorités, les Kalmouks, les Bouriates, les Tchétchènes, etc., etc., parce qu'il est important de préciser que il y a beaucoup d'ethnies en Russie et que les Russes, tels qu'on les conçoit en Europe, à savoir le slave blond aux yeux bleus chrétien, représentent bien sûr une partie importante de la population russe, la majorité même, mais on a quand même 40% de différentes minorités, kalmouks, bouriates, tchétchènes, dagestanaises, ouzbeks, arméniens, azerbaïdjanais, etc., etc., chrétiens, musulmans, bouddhistes, les kalmouks par exemple sont bouddhistes. Donc voilà, il y a quand même des minorités importantes et étant donné que la Russie est quand même un État qui pratique le racisme institutionnel, les minorités ethniques sont en général les plus pauvres et les plus sujettes à la mobilisation, d'où le fait qu'on voit quand même une surreprésentation des minorités dans les rangs de l'armée russe, en particulier au début de la guerre avec les bourriates qui sont quand même allés mourir en masse sur le champ de bataille. La deuxième raison qui explique la réticence de mobiliser de la part de Poutine, c'était un peu la peur de voir la jeunesse dorée, ou en tout cas la jeunesse éduqués russes s'enfuir dans des pays tiers ou en tout cas quitter la Russie pour éviter la mobilisation. Et parce que en fait, lors des campagnes de mobilisation de 2022-2023, on estime qu'un peu plus de 300 000 Russes se seraient enfuis en fait, de la Russie pour ne pas servir. Et encore une fois, on revient à la question économique. C'est ce qu'on appelle un peu la fuite des cerveaux. La Russie a envie de garder quand même ses cerveaux, a envie de garder ses diplômés, a envie de garder ses ingénieurs, a envie de garder, je ne sais pas, genre ses professeurs, et n'a pas envie de les voir partir en Géorgie, au Kazakhstan, en Serbie, etc. Donc c'est aussi pour ça que Poutine ne voulait pas recruter, parce qu'il ne voulait pas perdre justement une manne aussi bien intellectuelle, mais du coup aussi financière, parce que voilà, c'est des gens qui participent à la société russe, travaillent, etc., etc., et apportent de l'argent à la société russe. Et aussi, bon, bah, sont le futur de la société russe, parce qu'un pays a besoin d'ingénieurs, un pays a besoin d'intellectuels. Et la troisième raison qui explique un peu la réticence du Kremlin, c'est vraiment que pour des raisons purement de paix sociale.
à savoir, on veut éviter qu'il y ait trop de remous dans la société, parce que la guerre en Ukraine n'est pas populaire. Alors les Russes veulent la gagner, mais elle n'est pas populaire, elle n'a jamais été populaire. Et après 3 ans de guerre, c'est encore moins populaire de faire une campagne de mobilisation. Et en fait, c'est ça. Et ça me mène vers ma conclusion, c'est que c'est très révélateur de la situation dans laquelle se trouve la Russie. Parce que, alors ça c'est mon analyse personnelle, si la Russie était en si bonne position, elle ne ferait pas d'abord cette campagne de mobilisation, elle n'en aurait pas besoin. Si la Russie voulait la paix, elle ne ferait pas cette campagne de mobilisation. Les Ukrainiens ne vont pas envahir la Russie, à un moment il faut se calmer. L'Ukraine a déjà du mal à survivre, alors commencer à envahir la Russie, indépendamment de Koursk et Belgorod, ce serait compliqué. Et surtout, ça montre que la Russie est maximaliste, et j'en avais déjà parlé dans des vidéos ici, c'est ça qui va perdre la Russie. C'est sa volonté maximaliste, et en fait, un peu cette complexité où d'un côté, ils ne peuvent pas gagner la guerre, et ils ne peuvent pas la perdre, donc on essaie de gagner du temps, mais en même temps, il y a Donald Trump, un peu l'arbitre du jeu, qui est en train de siffler la fin de partie, et même si Donald Trump en a rien à faire de l'Ukraine, a envie de balancer l'Ukraine sous le bus et serait très heureux que la Russie prenne l'Ukraine, en fait, c'est quelque chose qui matériellement n'est pas possible. Et même avec 160 000 hommes de plus, la Russie, je pense à titre personnel, ne va pas être capable d'avoir des percées importantes. Alors peut-être prendre Pokrovsk, peut-être même prendre le Donbass à terme, mais après Pokrovsk, il y a Konstantinivka, après Konstantinivka, il y a Sloviansk, après Sloviansk, il y a Kramatorsk, enfin il y a Kramatorsk avant Sloviansk, mais il y a aussi une volonté de prendre Kharkiv, il y a une volonté de prendre Zaporizhzhia et Kherson, en tout cas Zaporizhzhia et Kherson, peut-être pas Kharkiv. Donc voilà, je ne suis pas convaincu, mais en tout cas tout ça montre un peu, je trouve, à titre personnel, la situation complexe dans laquelle se trouve Poutine, qui montre aucun signe de volonté d'arrêter la guerre, qui veut la continuer, mais qui essaye de gagner du temps avec Donald Trump, et Donald Trump n'est pas forcément l'allié qu'il espère être. Alors bien sûr, il tape à bras raccourcis sur les Ukrainiens, mais en même temps, l'Amérique de Biden, c'était 30% de l'aide à l'Ukraine. Donc c'est important, c'est essentiel. Ça a été même d'ailleurs, il y a un très bon article du New York Times sur le sujet qui revient un peu sur les coopérations militaires et de renseignement entre Ukrainiens et Russes depuis 2022. Mais en même temps, l'article montre un peu la prise de position et la prise de distance que les Ukrainiens ont commencé à avoir petit à petit, parce que 20-30% de l'aide, c'est très important, mais ça ne rebat pas les cartes, surtout avec les Européens qui montent en puissance, avec aussi une armée russe plus affaiblie. Donc, tout ça montre un peu je trouve en fait le cul-de-sac dans lequel on se trouve tous. Les Ukrainiens qui ne peuvent pas arrêter de se battre, les Russes aussi qui ne peuvent pas arrêter de se battre, et Donald Trump qui a besoin en fait que la guerre s'arrête pour des raisons de politique interne, mais qui n'arrive pas à arrêter la guerre. Et en fait, c'est ça le grand problème des guerres, c'est que c'est facile de commencer une guerre, mais c'est très 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 difficile de l'arrêter et de la finir, parce que parfois c'est quasiment impossible de l'arrêter, et quand on l'arrête, en général, on finit sur des mauvaises paix, avec des cessez-le-feu qui ne font l'affaire de personne, et des guerres qui recommencent dans la foulée, dans les années, voire dans les mois qui suivent les signatures de cessez-le-feu. Mais bon, voilà, j'espère que cette analyse vous a plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, mettre des likes, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.